Le cardiologue a un rôle essentiel dans la prise en charge de ces patients diabétiques. Donc le cardiologue a une consultation ici, je ne sais pas quelle est la durée de votre consultation, je crois que c'est 15 minutes ou 20 minutes. Parfois c'est une demi-heure peut-être. Donc il faut qu'il soit cardiologue, tabacologue, diabétologue. Voilà. Donc attendez, j'ai pas trouvé les... Voilà, alors comme un peu dans l'insuffisance rénale, la prise en charge, on dit maintenant holistique du patient, qui regroupe beaucoup de paramètres qu'on devrait aborder avec le patient entre son traitement, mais aussi l'observance, le comportement, les facteurs de risque, le choix du traitement centré sur le patient par rapport à sa pathologie diabétique et sa présentation. Donc ça, ce sont les dernières recommandations dans Diabetes Care 2023. On les retrouve aussi en 2022 dans Diabetologia. Et donc du coup, je me suis demandé si le cardiologue allait faire tout ça. Et je me suis dit peut-être pas, il n'a peut-être pas le temps. Donc en fait, la question pour moi était plus... Quels sont les médicaments du diabète qui sont intéressants pour le cardiologue ? Parce que vous allez vous centrer sur ces médicaments et je ne me suis pas centrée du coup sur le reste, que je me garde pour les patients. La SAFD 2021 avait refait des préconisations de traitement et on voit que les médicaments qui donnent un bénéfice cardiovasculaire, vous les connaissez maintenant tous, c'est les inhibiteurs des IAGLT2 et les agonistes des récepteurs GLP1 qui permettent les deux de diminuer le risque cardiovasculaire, les événements plutôt cardiovasculaires qui ont un intérêt dans le diabète, un intérêt sur le poids et un intérêt sur les événements, même rénaux également. Si je reprends les recommandations de l'ADA 2023, on voit que sur la partie gauche de la diapositive, vous voyez que lorsque les patients ont un diabète et une insuffisance cardiaque, il y a un fil rouge, il n'y a pas beaucoup de choix, il faut introduire un inhibiteur de la SGLT2. Quand les patients ont une maladie coronarienne, une maladie athéroscléreuse, ou qu'ils ont plus de 55 ans avec 2 autres facteurs de risque qui incluent l'obésité, l'hypertension, le tabac, la dyslipidémie ou la microalbuminurie dont on a déjà parlé, on peut introduire soit un analogue du GLP1, soit un inhibiteur des GLT2. On ne met pas les deux ensemble dans un premier temps et on peut éventuellement plutôt les associer. On voit que l'autre partie, ce sont les patients qui n'ont pas de facteur de risque cardiovasculaire ou qui n'ont pas d'antécédent d'insuffisance cardiaque. Et là, on va faire une approche plus centrée sur l'hémoglobine glyquée et plus centrée sur le poids. Alors, il y a eu plein de méta-analyses ces derniers temps, 2022, 2021, pour savoir qui était le meilleur entre l'inhibiteur du GLT2 et le GLP1. Globalement, dans la maladie coronarienne, infarctus du myocarde, AVC, les deux font à peu près la même chose dans la diminution de ces événements. La différence est dans l'insuffisance cardiaque, où l'inhibiteur SGLT2 fait mieux, et dans la maladie rénale également. Là, si on reprend un peu les études, après on peut se dire, ok, on a ces deux médicaments à ce choix. Est-ce qu'il y a un choix à faire entre les deux entre ceux qui sont disponibles actuellement en France ? Donc, pour les inhibiteurs SGLT2, vous avez l'empagliflozine ou la dapagliflozine. Alors, la DAPA a eu l'avantage d'arriver en premier en France en 1er avril 2020, en plein Covid, et en 1er avril. Et puis, l'AMPA est arrivé un peu après. Mais dans les études, on a plutôt l'impression que l'effet sur la maladie cardiovasculaire est un peu plus important avec l'empagliflozine, ainsi que la diminution de la mortalité cardiovasculaire. Donc, pour les cardiologues, on aurait tendance à dire que peut-être l'AMPA est peut-être un petit peu mieux que la DAPA. Si on regarde les analogues du GLP1, les trois qu'on a en France, c'est le liraglutide, le semaglutide et le dulaglutide. Celui dont on entend beaucoup parler en ce moment, c'est l'Ozempic, le semaglutide, parce que c'est l'analogue du GLP1 qui entraîne une perte de poids le plus important et qui entraîne aussi une baisse d'hémoglobine glyquée importante. Néanmoins, celui qui a le mieux montré son bénéfice cardiovasculaire, c'est le Victoza, avec l'étude Leader. Et le Victoza est moins
prescrit actuellement parce que c'est une forme quotidienne, alors que les autres sont des formes hebdomadaires. L'Ozempic, lui, a surtout montré, sa durée d'étude est courte et a surtout montré une diminution des accidents des AVC, et c'est par là qu'on a tiré la positivité de leur étude. Après, on peut dire qu'il y a un effet classe, après, on peut dire tout ce qu'on veut, mais l'étude, elle est comme ça. Du coup, comment le cardiologue va les prescrire ? Parce que c'est ça qui vous intéresse, les études, vous les connaissez. Donc, je les ai mis en parallèle pour un peu que vous les compariez. Les inhibiteurs de SGLT2, vous savez que c'était comprimé, donc c'est une prise très facile, un comprimé par jour, soit de Jardiance, soit de Forxiga. Ou alors, s'ils sont chez les patients diabétiques combinés à la metformine, ce qui permet une meilleure observance parce que vous enlevez un comprimé, c'est dans ces cas-là 2 comprimés parce que la partie d'APA est divisée en 2. Pour l'analogue du GLP-1, c'est des injectables, donc ça porte toujours une barrière parce qu'il faut l'éducation à l'injection et puis aussi la réticence de certains patients. Enfin, quand vous dites que vous perdez du poids, en général, les réticences diminuent fortement. C'est ce qu'on avait remarqué dès le départ du Victoza. L'insuline, c'était non, 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 docteur, mais le Victoza, oui, oui, oui. Et donc, ça allait beaucoup, beaucoup plus facilement. Alors, si vous n'avez pas le temps de faire l'éducation à l'injection en consultation, ce qui est compréhensible, vous pouvez aussi mettre une infirmière à domicile pendant 2 semaines, le temps d'apprendre le geste. Il faut aussi, à l'inverse des inhibiteurs GLT2, faire une titration assez progressive en raison des effets secondaires digestifs. Les patients sont nauséeux, parfois ils ont des douleurs abdominales, ils ont parfois des vomissements. Donc si vous voulez qu'ils poursuivent ce médicament, il faut surtout les avertir d'aller il faut vraiment les avertir de ne pas trop manger, de s'arrêter quand ils ont plus faim, de ne pas finir l'assiette, leur donner des conseils et de titrer très progressivement pour qu'il y ait une adhérence à ce médicament, parce qu'au bout d'un moment, ça passe, et on peut comme ça monter les doses. Alors, l'Ozempic, qui est le plus prescrit, un des plus prescrits, à 3 dosages, 0,25, 0,5 et 1. On fait 0,25 une fois par semaine, 1 mois, 4 semaines, puis 0,5. Et quand la tolérance est moyenne, nous, on commence à faire 0,5 pendant 8 semaines. Et après, éventuellement, on passe au 1 en fonction du gain que l'on souhaite sur l'hémoglobine glyquée ou sur le poids, ou oui, surtout ça. Et le Trulicity, ça va être la même chose. On fait 0,75, puis 1,5. Et si vous voulez une perte de poids, une hémoglobine glyquée un peu meilleure, vous pouvez passer au 3, puis au 4,2, puisque maintenant, il y a les 4 dosages. Le Victoza, il est quotidien. Et pareil, on fait une montée progressive des doses pour avoir une meilleure tolérance. Les effets attendus sur le plan quand même diabétologique, parce que c'est quand même important, l'inhibiteur GLT2 n'est pas très puissant sur le plan diabète, puisque l'hémoglobine glyquée baisse environ de 0,5-0,8 points, ce qui n'est pas énorme, c'est à peu près pareil qu'un DPP4. Et l'effet hypoglycémiant va décroître avec la décroissance de la fonction rénale, et quand vous avez une fonction rénale à moins de 45, vous n'avez plus d'effet sur l'hémoglobine glyquée. La perte de poids par la glycosurie d'environ 2-4 kg. Avec les analogues, on a plus d'1 point de perte d'hémoglobine glyquée, donc ça c'est important à en tenir compte chez ces patients. Et on a une diminution importante du poids qui peut aller de 5-10 kg pour certains, et qui est aussi assez importante, ce qui permet aussi aux analogues de GLP-1 d'avoir la possibilité, quand ça fonctionne très bien, de diminuer l'insuline, voire de l'arrêter chez certains patients. Alors quand même, il y a des effets secondaires, et il faut quand même en parler, même si ça déplaît. Les inhibiteurs de GLT2, il faut quand même prévenir de l'effet des mycoses, qui sont plus importantes aussi avec l'âge, et qui sont plutôt en début de traitement, puis ça peut passer. Donc il faut prévenir, ou parfois prescrire des antifongiques pour que ça se passe bien dans le premier mois, en particulier chez la femme. Ça induit une déplétion volémique, et donc on peut avoir des baisses de pression artérielle. Et chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque avec déjà une pression artérielle basse, parfois il faut un peu lever le pied sur le diurétique quelques jours ou quelques semaines, mais en tout cas vérifier la pression artérielle pour adapter le traitement. Donc ça peut entraîner des rares cas de déshydratation et l'acidocétose, dont je vais dire un mot juste après. Les analogues du GLP-1, c'est surtout les effets digestifs. Par la perte de poids et peut-être par d'autres facteurs, on peut avoir des incidences sur des lithiases vésiculaires avec des cholécystectomies.
Et puis, il faut se méfier de la dénutrition chez le sujet âgé. Si on commence ce produit chez un patient de 80 ans qui mange déjà pas beaucoup, il peut se dénutrir et c'est peut-être pas ce qu'on souhaite avec la sarcopénie. Et puis, on a eu des rares cas d'anorexie et de gens hospitalisés pour perfusion parce qu'ils ne mangeaient plus rien du tout, mais c'est quand même rare. L'acidocétose, c'est quand même pour le diabétologue ce qui nous fait le plus peur avec les inhibiteurs de SGLT2, puisqu'on sait que l'augmentation de l'acidocétose est à peu près x2 de manière générale. Et donc pour l'instant, c'est contre-indiqué dans le diabète de type 1, puisque le diabète de type 1 a un risque très élevé à l'arrêt de l'insuline, par exemple, de faire une acidocétose. Donc l'ADA ne recommande pas et pour l'instant attend des consensus. La NICE a retiré les inhibiteurs de la SGLT2 de l'indication dans le diabète de type 1. Et pour vous, le cardiologue, c'est quand même important parce que les diabètes de type 1 vivent de plus en plus longtemps. Il y a de plus en plus d'obésité dans la population générale et dans le diabète de type 1 qui arrive jusqu'à obésité, surpoids, 50% des diabétiques de type 1. Donc ils sont âgés et ils sont en surpoids. Ils ressemblent à quoi ? À un diabète de type 2 traité par insuline. Donc vous pouvez complètement vous faire piéger. Donc c'est l'histoire du patient. Le patient sait en général qu'il est diabétique de type 1. L'ancienneté aussi de son diabète. Le fait qu'il ait été traité d'emblée par de l'insuline. Tout ça, ce sont des indicateurs de diabète de type 1. Et puis, vous avez toutes les diabètes complètement atypiques, insulinoprives, les pancréatectomisés, les diabètes mitochondriaux, les diabètes monogéniques. Là, peut-être demander l'avis au diabétologue pour savoir si c'est une bonne indication. Et puis, de manière générale, chez les patients diabétiques de type 2, ils peuvent faire aussi une acidocétose, qu'on dit euglycémique ou à glycémie modérément élevée, parce qu'il y a la glycosurie qui vous cache l'hyperglycémie de l'acidocétose. Et les situations à risque qui sont repérées maintenant, c'est la chirurgie, c'est tous les stress qui peuvent augmenter le besoin d'insuline. Donc la chirurgie, la réanimation, les maladies infectieuses graves. Et on a un risque qui est plus élevé chez les patients âgés ou une durée du diabète longue, parce que quand on a une durée du diabète longue, on a moins d'insulinosécrétion, donc on est plus à risque de faire une acidocétose. Et donc on a comme ça quelques recommandations d'arrêt des glyphosines avant dans ces situations. Mince, pardon. Et puis il y a quand même autre chose à faire quand vous mettez des traitements, c'est que vous pouvez initier ces traitements, mais parfois les patients sont déjà traités avec d'autres molécules. Et donc il va falloir adapter. Et il y a quand même quelques publications, là je vous en mets une, qui sont des publications de cardiologues, donc pour les cardiologues, pour adapter les traitements. Alors l'inhibiteur SGLT2 n'induit pas d'hypoglycémie, mais si vous avez des médicaments hypoglycémiants, la majoration de ce traitement pourrait en induire. Alors il faut partir de l'hémoglobine glyquée du patient. Plus elle est élevée, moins vous risquez d'hypoglycémie. Donc là, par exemple, ils ont mis un cut-off à 7,5% d'hémoglobine glyquée, en disant que si c'est à moins de 7,5, il faudra peut-être adapter les traitements. L'insuffisance rénale va vous aider. Si l'insuffisance rénale, tout compte fait, il n'y aura pas d'impact sur la glycémie de la glyphosine. Et puis, le patient peut céder de la glycémie capillaire. Et donc, il va falloir peut-être prévoir la diminution des sulfamides hypoglycémiants ou les diminutions de l'insuline. De manière plus importante, avec les analogues du GLP-1, puisqu'on a vu que l'hémoglobine glyquée descendait de manière plus importante. Et là, c'est un petit encart que j'ai trouvé chez les Canadiens, où ils vous indiquent que lorsqu'on introduit un analogue du GLP-1 chez des gens déjà traités, il faudra arrêter le sulfamide. Là, complètement, on peut quasiment l'arrêter, parce que c'est vraiment très puissant, l'analogue. Et puis, on diminue les insulines lentes et rapides de 10-20%. Et comme je vous dis souvent, on arrive à arrêter la rapide, puis on arrive à arrêter la lente. Donc ça nécessite quand même qu'il y ait un petit peu d'accompagnement après. Est-ce qu'on associe les deux ? Oui, on peut. On peut associer les deux. Alors, il y a des études, surtout sur le plan métabolique et pas encore tellement sur le plan cardiovasculaire. Mais oui, mais je dirais, Gilles, pas à pas, et peut-être pas les deux en même temps, pour savoir repérer les effets secondaires. La metformine, est-ce qu'on l'initie ? Parce que la difficulté, c'est que c'est un très bon médicament, il baisse l'hémoglobine glyquée, on le connaît bien, on connaît les douleurs, on connaît les limites, les indications. Toutes les études ont en général été faites chez des patients qui avaient déjà de la metformine.
L'ASAFD, les recos de l'ASAFD, c'est metformine en premier et ensuite on ajoute les autres médicaments. C'est aussi comme ça que sont écrits les AMM pour les remboursements des patients. Et en fait, quand vous reprenez l'ADA 2023 et que vous regardez l'encart qui est tout petit en bas, eh ben, ils nous disent que si les patients sont très à haut risque, on peut ne pas prescrire de la metformine en première intention. Et c'est ce qui était dit aussi après, ça doit être l'EASD, qu'on peut mettre ces médicaments chez les gens à haut risque, indépendamment de la prise ou non de la metformine. Il sera bien temps par le diabétologue, de toute manière, que j'espère qu'il verra, prendre un peu de metformine après. Donc le cardiologue traite le diabète, oui, mais pour améliorer son pronostic cardiovasculaire. Donc attention au risque d'acidocétose avec les inhibiteurs GLT2. Attention aux effets digestifs des analogues GLP1. Donc il faut prévenir les effets secondaires pour les patients, adapter les traitements antidiabétiques. Et je me suis dit que pour les cardiologues, ça peut être les 4 messages que vous pouvez faire en consultation, parce que le temps, il y a quand même une histoire de temps. Et puis après, vous pouvez peut-être nous les adresser pour qu'on essaye d'atteindre l'objectif personnalisé d'hémoglobine glyquée. D'ailleurs, vous avez remarqué, je n'ai mis aucune reco d'hémoglobine glyquée dans ce topo. Qu'on fasse aussi le bilan des complications, parce que je n'ai pas mis mon petit œil avec un cœur, mais il y a quand même des yeux chez les patients diabétiques, et c'est important. Et puis la prise en charge globale, holistique, comme c'est très à la mode, de ces patients. Je vous remercie. Merci. Question pour Sophie Jacqueminet. Sophie, on a souvent, nous, des coronariens qui ont aussi l'âge de la prostate, de la tumeur de vessie, de la prostatite. Alors, est-ce qu'ils sont des candidats, quand ils sont diabétiques, aux inhibiteurs de SGLT2, ces gens-là ? Alors oui, pour la vessie, il n'y a pas de souci. Alors, ils vont être gênés sur le volume urinaire. Donc, est-ce que tu prescris des diurétiques chez tes patients insuffisants cardiaques ? C'est surtout les infections urinaires, moi, qui m'ennuient, parce qu'on en voit revenir avec l'infection urinaire, des fois, ils l'ont même avant même que tu aies prescrit, d'ailleurs. Mais... Les infections urinaires ne sont pas forcément plus augmentées que ça quand on relie l'ensemble. C'est surtout les mycoses qui sont augmentées, pas tellement les infections urinaires, mais c'est plutôt le volume urinaire pour lequel ils sont gênés. Et quand on leur dit qu'ils vont uriner plus, ils disent « Ah, mais j'ai déjà le diurétique ». C'est souvent ça qui bloque. Question Estelle. Merci Sophie, j'ai une question peut-être naïve, mais il y a beaucoup de diabétiques. La prise en charge du diabète est quand même beaucoup pris en charge par les médecins traitants. Donc quand est-ce qu'il faut vous adresser les patients ? Parce que je pense qu'on ne peut pas tous vous les adresser. Oui, en écrivant ma conclusion, je me suis fait la même réflexion, Estelle. Adressé aux diabétologues ? Oui, c'était plutôt, on aurait dit entre nous. Effectivement, on est un peu plus de 2000 diabétologues en France. Il y a 5 millions de diabétiques. De toute façon, ça pose problème. C'est probablement les diabétiques chez lesquels les adaptations thérapeutiques sont les plus compliquées à faire. Le médecin traitant n'est pas encore à l'aise avec tous ces médicaments. Il ne fera pas les associations glyphosine et analogue du GLP1 parce que sur les AMM, ce n'est pas marqué comme ça. Il ne fera pas les adaptations de l'insuline. Donc, c'est plus ces patients-là plus complexes qu'il faut adresser aux diabétologues. Mais effectivement, un diabétique de type 2 avec 2 comprimés ou 2 types de comprimés, on ne les prendra pas forcément nous en charge. En tout cas, à l'hôpital, ça devient difficile.